Alors, je ne vais pas m'embêter, je prends P égale 2. C'est plus simple. Et puis je vais prendre ρ égale 0. C'est aussi plus simple, ça ne change pas grand-chose. Je vous dirai comment passer d'une courbure générale, si vous voulez. Mais la méthode, c'est exactement la même. Alors, on veut montrer que, quel que soit xy, appartenant à ma variété, pt de f au carré de x inférieur à pt de f2 de y. Alors, quand p vaut 2, là, ça se simplifie. Et puis, quand ρ tend vers 0, eh bien, ça fait du 2ρt qui va se simplifier et il reste que 2ρ, 2t, d2. Donc, c'est bien ça, 2ρt, le ρ se simplifie et 2, et là, le 2 simplifie, donc c'est ça. D'accord? C'est un plus simple à montrer. Et on voit bien, de nouveau, bon, vous allez me dire, le truc, c'est toujours la même chose. Oui, c'est, on veut faire passer le 2 à l'intérieur. D'accord? C'est toujours la même chose. Hein? C'est toujours la même chose, mais à chaque fois, il a fallu beaucoup de temps. Il va embarder un peu la question, effectivement. Chaque fois, les dimensions sont simples. Mais il a fallu beaucoup de temps pour les trouver de façon assez étonnante. Pour bien comprendre cette algèbre, en fait, hein, qui est derrière. Alors, lambda de S, ben, je fais passer, donc c'est PS de PT moins SF au carré. Et puis, je veux passer de X à Y. Donc, je prends XS. C'est une géodésique avec XS. Géodésique à vitesse constante. Entre X et Y. D'accord? Et là, évidemment, S appartient à 0t. D'accord? Et puis, ben, je fais la même chose, je dérive. Alors, qu'est-ce qui se passe si je dérive? Ben, on connaît un petit peu le truc, ça j'appelle ça G. Ça fait PS de LG carré au point XS, moins, alors, là j'ai déjà deux termes à dériver à l'intérieur, moins 2 GLG, ça c'est quand je dérive le G carré, et puis plus gradient PS, alors le gradient de PS G carré, scalaire XS point. D'accord? Je vais enlever la dépendance en XS. Et pareil, je ne sais pas trop quoi faire d'autre que... Alors, LG2 moins 2GLG, c'est gamma. Donc, c'est 2 gamma de G. Et puis l'autre, je ne sais pas bien quoi faire d'autre à part minorer. Donc, je minore. Plus, moins, racine carrée de gamma de PS G carré, scalaire, et XS point, comme l'autre fois, c'est pareil, c'est la vitesse étant constante, c'est égal à distance de CY, alors comme je disais par T, puisque je parcours sur le temps 0T. D'accord? Alors, très bien, là j'ai oublié de faire une parenthèse ici. Alors PS de gamma de PS de G carré, moi je sais, je suis sous CD ρ
l'infini. Donc moi, je sais que ça, c'est majoré. Là, c'est gamma. Ça, c'est la définition de gamma. LG2 moins 2GLG. D'accord? Et moi, je sais que sous CD, c'est ça. Je sais que sous CD, ρ l'infini, ou plutôt, je suis sous CD0 l'infini, donc 0 l'infini. Ce machin-là, c'est minoré par PS de gamma de G carré. Ça, c'est la commutation. J'ai un doute si c'est la forte ou la commutation faible. D'accord? Donc, lambda prime de S, c'est PS de 2 fois gamma J moins gamma. Alors, il y a un problème là? Non, j'ai un problème là, non, quand même. J'ai un problème. Non, c'est bon. Moins racine carrée de gamma de G carré. J'ai un petit doute, mais on va voir si ça marche. Hein. Sinon, je changerai un petit peu. D'accord? Très bien. Alors, je n'ai pas tellement de choix ici d'appliquer l'inégalité quadratique. Donc peut-être que pour ça, c'est gamma G carré. Puisque c'est G carré, oui. D'accord? J'ai remplacé ça. Ici, avec un moins, donc ça donne ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un doute là. Alors, je ne sais plus comment il faut faire. Là, il faut faire. J'ai un petit souci. Alors, je ne vais peut-être pas l'écrire comme ça, sinon je m'y perds. Je m'y perds, donc je vais faire changer un petit peu. Je vais revenir sur le gradient ici. Et je vais peut-être utiliser la commutation forte qui dit que gradient, là c'est un PS, PS de gradient de G carré est inférieur à gradient de... Non, c'est l'inverse. Voilà, ça c'est la commutation forte que j'utilise, appliquée à G carré. D'accord? Ça c'est gamma, ça, la définition de gamma. LG2 moins 2GLG, c'est 2 fois gamma. Gamma 2, c'est L gamma moins 2 gamma de GLG. D'accord? Donc j'applique ça. Et j'obtiens ici moins PS. Alors, gradient de G, peut-être que je peux le laisser, ou G. Je fais 2G. Il y a un 2 qui sort. G, grade G, fois D de XY sur T. Très bien.
Bah, j'ai calculé le gradient de G carré. Ça fait 2G grade G. D'accord? Alors, il faut que je tue ce G là. Peut-être que j'ai fait une erreur. Bon, je vais appliquer brutalement, puis on va trouver où ça marche, quoi. Ah oui, d'accord. Donc j'applique l'unité quadratique. Il y a plus court, mais je ne sais plus comment le faire pour que ce soit très joli. Donc c'est 2 fois PS de gamma G, moins, j'applique bêtement l'unité quadratique. PS de G grade G au carré, je mets un petit facteur de lambda, moins lambda d2 de xy sur t carré. Très bien. Et lambda, c'est quel que soit lambda positif. Pardon? Sur 2t carré. Merci. Alors évidemment, ce que je veux, c'est tuer ces deux termes. Alors, le plus simple, je m'y perds parce que peut-être que j'aurais dû faire rentrer le carré à l'intérieur. Je vais rentrer le carré à l'intérieur, ce qui ne change rien puisque j'y perds. Donc ça, c'est égal APS de, je l'écris sous forme gradient G, c'est plus agréable, moins G, grade G, non, je ne mets pas phi carré, sur 2 lambda, moins lambda d2 de xy. Et normalement, tout ça, ça doit disparaître, mais alors je ne le vois plus, là, je suis perdu. Ouais. Donc il n'y a pas de 2 ici, c'est ça. Et là, il y a un 2 là. Mais j'ai un doute là, je ne sais plus pourquoi. Où est-ce que j'ai fait la preuve? Je ne sais plus où est-ce que j'ai fait la preuve. Mince. Ça alors. Donc ça, c'est le mieux que je puisse faire, c'est ça. Et là, normalement, ça doit s'annuler. Alors, pour comment je peux faire? Je ne peux pas prendre lambda. Je ne peux pas prendre lambda égale G, ça ne peut pas être dépendant. Ou alors je sors G ici. Il me semblait que c'était de la commutation faible, alors c'est un carré ici. Ça, c'est pas beau. Et là, où est-ce que j'ai? Je regarde si j'ai tout. Normalement, je l'ai fait quelque part. Ah ben, je l'ai fait là. C'est dommage, j'ai pas la feuille. J'ai pas la suite du calcul. Je me suis arrêté là aussi. Ballot ça. Bon, en tout cas, c'est ça qui fonctionne.
Ça, c'est bon, ça. Oui, mais ça, je parle de la commutation forte ici. La commutation forte, c'est racine carrée du gamma inférieur à PS de racine carrée du gamma. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est bon aussi. Donc on obtient ce machin-là, je vais effacer là. Donc on a obtenu 2G, là il y a un 2. Et là il y a une constante, D sur D de XY. Sur T, oui, bah c'est là en fait, hein. On va s'en sortir comme ça directement. Je commence à fatiguer. Donc là, hop, ok. Voilà, et puis je vais former un carré. Donc c'est un carré de quoi? Eh bien de grade G moins le double produit, c'est ce machin-là. Alors il n'y a pas de 2, donc ça va être un peu pénible, mais ça va faire 1 demi de G D de XY sur T au carré. D'accord? Donc je fais un PS de ça. Donc ça c'est bien. Si je développe ce machin-là, ça fait gradient G carré, puis le double produit, il vient avec un moins, le 2 simplifié, ça fait G grade G. Quelque chose comme ça. Moins, et là il y a un quart, donc moins 1,5 de G carré fois D2 de XY sur T carré. D'accord? Donc j'oublie ce terme-là, et donc lambda prime de S est supérieur ou égal à moins 1 demi PS de G carré D2 de XY sur 4 sur T carré. Et ça, c'est exactement moins 1 demi de lambda de S D2 de XY sur T carré. Donc lambda prime sur lambda, c'est inférieur à moins 1 demi 1 sur 2T carré D2 de XY que je peux intégrer entre 0 et T. Et donc ça me donne bien log lambda de T sur lambda de 0 inférieur, supérieur ou égal. Il y a un T qui ici disparaît puisqu'on intègre entre 0 et T. Ça fait moins 1 demi de XY. Je peux quand même finir le calcul. Ça nous fait lambda de 0 inférieur, évidemment je passe de l'autre côté, de t exponentielle de 1 sur 2t. Et j'ai oublié le carré aussi. Lambda de t. Ce qui est exactement l'unité de Wang. Arnaque parabolique de Wang. Alors, ce qui est... Donc, j'ai fait la preuve pour P égale 2. Vous prenez n'importe quel P, c'est absolument pareil, sauf que c'est pénible parce qu'il y a des P qui sortent, il ne faut pas se tromper, il y a des PP-1, voilà. J'ai fait la démonstration pour ρ égale 0. Alors, si ρ égale 1, là, il y a un truc vraiment étonnant. Si ρ est différent de 0, je ne vais pas faire la preuve. Quelque chose que je ne comprends pas. Il faut introduire la courbure. Et où est-ce qu'elle va apparaître? Évidemment, paf, 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 elle apparaît ici. Exponentielle moins ρs, c'est ma contraction forte. Ça, c'est évident. Mais je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Je suis obligé de changer la vitesse de ma géodésique. Et ça, c'est quand même assez étonnant. C'est que dans un espace courbé, si vous partez avec une géodésique à vitesse constante, ça fonctionne, mais vous n'allez pas pouvoir obtenir la meilleure inégalité de Harnack. Elle ne sera pas équivalente. Donc pour obtenir la meilleure inégalité de Harnack, vous êtes obligé de changer la vitesse de la géodésique en fonction de la courbure.
x θ de u. Donc xu, c'est une géodésique à vitesse constante, et vous allez l'accélérer ou la ralentir en fonction de la courbure. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Donc u, ça c'est pour ρ différent de 0. U, ben, ça appartient toujours à 0t. Et puis θ, de 0, ça vaut 0. θ de t, ça vaut 1. Vous prenez une géodésique qui va de x à y, mais vous allez devoir l'accélérer, lui changer sa vitesse en fonction de la fonction θ. C'est θ qui va déterminer la vitesse. Oui, alors θ de t, si vous voulez, ça peut. Si on prend le même truc que tout à l'heure, quoi. Donc, c'est très simple après. Hein, vous dites, ah, ben, la meilleure fonction θ, elle doit avoir une tête d'exponentielle et qui va résoudre le problème. Donc, voilà ce qui est pour les inégalités de Harnack. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Donc, cette inégalité-là, oui. la première là-bas, c'est 2 gamma G. Le gamma G, c'est Gamma, c'est gradient G carré. Hein. D'accord? Dans le cas d'une variété, c'est ça. Donc c'est plus agréable d'écrire comme ça, de temps en temps, on jongle dans le cas d'une variété. Mais quand on fait du calcul, ce que j'ai fait un peu algébrique, sur les gamma, gamma 2, bah, c'est quand même plus agréable d'utiliser gamma comme une forme quadratique que gradient G carré. Mais plus ou moins, c'est la même chose, quoi. Donc, voilà ce que je voulais raconter sur l'unité de Harnack, l'IAO, etc. Alors j'ai prévu un dernier chapitre sur le lien avec le transport optimal. Donc je n'étais pas sûr d'avoir le temps, mais j'ai quand même le temps. Donc ça c'est le dernier cours. Leçon 3. Première leçon, j'ai défini semi-groupe. Deuxième leçon, j'ai fait du Harnack. Et la troisième leçon, je vais faire du lien avec Wasserstein. Alors, je vais rappeler juste brièvement ce que j'ai besoin sur le Wasserstein, pas grand-chose. Wasserstein, c'est une distance entre probabilités. Alors, je vais me placer sur Rn. Ça marche sur une variété. Ça ne change pas grand-chose. Prenez la norme euclidienne. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que la distance de Wasserstein? Ben, c'est une distance sur mesure. Donc, quel que soit mu0, mu1, dans P2 de Rn, alors P2 de Rn, ça va seulement dire que c'est l'ensemble des mesures, probabilité, qui admettent un moment d'ordre 2. D'accord. Wasserstein, il dit, alors les gens ils ne veulent plus qu'on l'appelle Wasserstein, mais bon, ça va être dur de changer. Plutôt Kantorowicz, il faudrait l'appeler, mais bon. Wasserstein, c'est cette distance, elle est définie comme ça, W2 au carré de mu1, mu0, mu1, c'est l'intégrale double de x moins y au carré dpi de x et y. Vous prenez l'inf sur toutes les possibilités pi, c'est quoi? C'est une mesure de probabilité sur Rn, croix Rn. Donc c'est une mesure sur l'espace produit qui admet deux marginales, mu0 et mu1. Ça veut dire quoi, mettre deux marginales? Ça veut simplement dire ça. Si vous prenez deux fonctions test, phi de x plus psi de y, donc je note symboliquement avec une intégrale double, dpi de xy, ben si je ne dépends pas de y, que de x, c'est la mesure mu0, phi de mu0, et inversement, si je ne dépends pas de x, mais seulement de y, c'est la mesure mu1. Dites-moi si ce n'est pas clair, hein. D'accord? Ça, c'est distance de Wasserstein. C'est bon?
Dites-moi, parce que bon, c'est juste une distance sur l'ensemble des mesures de probabilité qui admettent un moment d'ordre 2. Alors, comme a dit Bertrand Maury, c'est quelque chose d'extrêmement actif depuis une vingtaine d'années, en particulier remis au goût du jour par Brenier, et puis vraiment tout décrit par Villani dans un énorme bouquin de 1000 pages. Il y a un théorème, je vais utiliser juste un théorème de Kantorovitch. « 1942. Je raconte toujours cette histoire, mais c'est quand même assez incroyable. C'est qu'il a démontré ça en pleine guerre, alors qu'il était responsable. C'était un responsable d'une ligne, là, d'une voie sur un lac. Et c'était quand même le siège de la ville, et c'est lui qui devait décider si on avait le droit de passer ou pas sur le lac en fonction de l'épaisseur de la glace, avec évidemment les Allemands qui bombardaient. Et pendant ce temps-là, il a quand même pondu son papier, quoi, qui lui a valu le prix Nobel d'économie. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le théorème? Il dit, actuellement, c'est devenu quand même un théorème assez simple, c'est une forme duale de W2. Alors, on peut dire que c'est quand même une économie, il a démontré ça, et c'est un théorème de maths. Il y a eu deux mathématiciens qui ont reçu le prix Nobel d'économie, c'est Nash et Kantorovitch, pour des résultats mathématiques. Et Kantorovitch, il a eu ça. C'est quand même plus de l'économie un peu libérale, ce qui n'était pas forcément évident en URSS, quoi. Mais, alors, qu'est-ce qu'il dit, forme duale? Il dit quoi? Que W carré de mu0 mu1, au lieu que ça soit un inf, c'est un sup, pour toutes les fonctions phi, L1, de quoi? Je suis un peu flou, mais c'est pas très grave. Un opérateur Q phi d mu0 moins intégrale de phi d mu1, ou Q phi. Alors, je vais mettre un 2 ici, ou un 1,5 là. Je mets un 2 là, c'est plus agréable. Q phi de x, c'est ce qu'on appelle l'infconvolution. Sup de phi de y plus moins a. Ne me trompe pas dans les sup et les inf, je suis toujours perdu. C'est bien ça, non? Je ne me trompe pas? Au carré, c'est un moins. Il ne faut quand même pas que je me vote sur la définition. C'est l'inf. C'est l'inf? L'inf convolution. Mais oui, c'est un inf, tu as raison. Merci, donc c'est un inf. Donc c'est un plus. OK. Donc, pardon? Il n'y a pas de prime? Où est-ce qu'il y a un prime? Ah, L1. Bon, continue borné. Ça marche aussi, c'est peut-être plus simple. Et Q-phi, c'est ça. C'est l'inf-convolution. Ça s'appelle l'inf-convolution. Là, je prends l'inf sur toutes les mesures pi qui sont des probations RN croix RN qui ont deux marginales, mu0 et mu1, ce qui veut dire, c'est défini là. D'accord? Ça, c'est l'inf-convolution. D'accord? Donc, c'est le grand théorème de Kantorovitch. C'est pas évident à démontrer. Dans toute sa généralité, c'est quand même pas c'est pas évident. C'est pas monstrueux. En toute généralité, ça prend quand même 5-6 pages dans le bouquin de Villani. Bon, il aime bien écrire, hein, Villani. Mais... Alors, j'ai besoin aussi d'un dernier truc. C'est que ce qu'on se rend compte, c'est que si je fais dépendre le temps ici, et que je divise par t ici,
Si je pose QTF, j'ai phi de x comme l'inf de phi de y plus x moins y au carré sur 2t, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle c'est un semi-groupe, c'est la solution de Hopflax. D'une équation non linéaire de Hamilton Jacobi. DTU moins grade U carré sur 2 partant d'une condition initiale U de 0x c'est égal phi de x. Ah, je suis très très vague dans ce que je dis, mais voilà ce dont j'ai besoin. Pas grand-chose. Si je m'intéresse à l'équation d'Hamilton-Jacobi, dtu est également un gradient U carré sur 2, eh bien, ça, c'est une équation d'Hamilton-Jacobi la plus simple. Et cette plus simple, eh bien, elle admet une solution explicite donnée par Hopflax. Alors, malheureusement, j'ai oublié, et en même temps, c'est pas plus mal, j'ai passé sous silence que toutes mes équations paraboliques, puisque ce sont des équations paraboliques, moi, semi-groupe de Markov, elles sont C infini. Si vous partez d'une condition initiale toute sympathique, elles sont C infini. Si vous partez d'une condition initiale qui n'est pas sympathique, elle est tout de suite C infini dès que t est strictement positif. Ce n'est pas lié à mes semi-groupes de Markov, ça c'est lié à des théorèmes de Hormander pour la régularité des équations paraboliques. D'accord? Je vais passer sous silence, j'ai pu dériver sans m'embêter, sans réfléchir, etc. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais je l'ai fait sans souci. Hamilton-Jacobi, que nenni, que dalle. Ça ne régularise pas du tout Hamilton-Jacobi. Donc, ça, je les ai en fait, si pour être précis, presque partout en X. C'est pas bon Hamilton-Jacobi, ça ne régularise pas du tout. Donc là, mais c'est quand même vrai presque partout et je peux faire mes calculs. Il faut faire un petit peu attention, mais ça fonctionne. D'accord? Voilà ce dont j'ai besoin. Alors mon but, c'est de démontrer un théorème. C'est le théorème suivant. Donc je vais marquer mon théorème là-bas au fond. Pardon? Non. Voilà, ben, vu qu'on va prendre le sup, ça va s'ajuster pour que ce soit le bon signe. D'accord? Donc c'est ça le théorème de Kantorowicz. C'est quand même un flux pour alimenter, alors que l'image que prend Villani qui est très bien, c'est des boulangeries qui fabriquent des croissants, et puis il faut optimiser le chemin pour aller alimenter les cafés. Quoi. C'est comme ça qu'il décrit un petit peu. Je ne sais pas si c'est vraiment concluant ce qu'il raconte, mais en tout cas, voilà pourquoi ce résultat, c'est un problème d'économie, de planification de l'économie. Quoi. Non, il a eu son prix Nobel d'économie grâce en particulier à ça, parce qu'il a des applications en économie. Oui, actuellement, il y a des applications en économie là-dessus, mais depuis les années 2000, ou avant, c'est plus du tout utilisé en économie. C'est utilisé dans quoi? Eh ben, c'est une merveilleuse distance qui permet de contrôler la convergence à l'équilibre, par exemple, de 2dp. Oui. Parce qu'elle est quand même assez faible, il suffit d'avoir un moment d'ordre 2. C'est un moment d'ordre 2. C'est pas être dans L2, c'est juste avoir un moment d'ordre 2. Donc c'est quand même assez sympathique. Et on peut quantifier la convergence à l'équilibre. Donc beaucoup de gens, il y a des dizaines et des dizaines d'articles qui sont convergence à l'équilibre en distance de Wasserstein. Donc c'est très très utilisé. On peut reprocher, dire bon, c'est peut-être pas si passionnant que ça. Ben, je ne sais pas si c'est une mode, est-ce que ça va rester ou pas, j'en sais rien, mais actuellement c'est extrêmement à la mode. D'accord? Alors, ce que a décrit Luca hier, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est que
ça va aussi décrire la courbure de l'espace. L'histoire de Wasserstein va permettre de travailler sur la courbure et on peut calculer, travailler sur les géodésiques, dans l'espace de Wasserstein, etc. Donc là, c'est extrêmement actif actuellement, à partir surtout des travaux. Donc ça a commencé, les grands travaux, Lott, Villani, ont défini la courbure à partir de la distance de Wasserstein. Donc moi, ce que je veux démontrer, c'est le théorème suivant. Je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe dans le cadre riemanien. Donc là, j'ai pris Rn, vous pouvez changer ça en mettant le cadre riemanien, et là, vous mettez la distance riemannienne au carré. Aucun changement. Donc vous prenez Ng, une variété. Pareil, c'est infini, tout ce que vous voulez. Pas compact, mais une variété. Vous avez une solution de la chaleur sur cette variété. Alors on a équivalence. Entre quoi? CD, rho l'infini, et la contraction en distance de Wasserstein. Quel que soit alors W2 de PTF mu PTG mu exponentielle moins rho T W2 de F mu G mu. Ça, je trouve que c'est un très joli théorème qui est dû, je vais me donner les auteurs, von Renesse, Sturm, en 2005. Donc ils ont quantifié la courbure de votre opérateur en fonction de la contraction en distance de Wasserstein. Donc, plaçons-nous dans un cas simple, enfin un cas simple, pas spécialement simple. L, c'est l'opérateur de la place de Beltrami, c'est l'équation de la chaleur, si vous voulez, dans Rn. Là, c'est quand même un peu simple. C'est l'équation de la chaleur dans une variété. Je n'ai pas dit où étaient les fonctions f et g. Donc ça, c'est très important. Quelle que soit f, g, alors elles doivent être positives. Et vu que je travaille sur les probabilités, il faut que f mu soit une probabilité. F dmu est égal g dmu égale à 1. Donc ma notation f mu, c'est simplement la probabilité f dmu. D'accord? Et on sait que, vu que c'est un semi-groupe machin sympathique, que PTF mu, c'est encore une probabilité. PTF est positif puisque F est positive, et PTF mu, c'est l'intégrale de F du mu. Donc on vit dans l'espace des probabilités. Donc tout ceci a bien un sens, quel que soit T. Positif. D'accord? Donc voilà le théorème de von Renesse-Sturm. Alors pourquoi il est fondamental? C'est que, bon, déjà il est un peu magique. Relier la contraction en distance de Wasserstein par rapport à la courbure de McHenry, là c'est déjà quand même très joli. Première chose. Deuxième chose, ça c'est quand même assez faible, et donc ça donne un pouvoir très fort pour définir qu'est-ce que c'est que la courbure dans un espace général. Et c'est ça, en particulier, qu'on fait Lott, Sturm, Villani. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est quand même très proche de ça. C'est ce qu'a fait, alors, plus pour les spécialistes, mais c'est ce qu'a fait Yann Olivier. Il dit, le but c'est de quitter tous mes trucs là, de diffusion, machin, etc. Il dit, là sur un graphe, et je vais définir qu'est-ce que c'est que la courbure. Tout ce que j'ai raconté avant s'écroule. C'est un espace discret, un graphe, Z, Z2, etc. Tout s'écroule puisque ce n'est pas des diffusions, ce n'est pas un espace qui me convient. Donc il dit pas de problème, je définis la courbure comme ça,
Et voilà ma définition de courbure. Et maintenant, je regarde, qu'est-ce que ça m'apporte. Donc, c'est vraiment un point de départ de plein de choses. Alors, pour moi, il était très mystérieux, ce théorème, et assez compliqué à démontrer. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la preuve de von Rensselaer-Sturm. C'est des calculs vraiment complexes, surtout la réciproque, sur les variétés riemanniennes. Et je ne suis pas convaincu par cette preuve. Donc je vous propose une autre preuve. Donc la nouvelle preuve, c'est la suivante. Elle est basée sur un autre théorème, qui est dû donc à Bakri, Gentil et Ledoux, CAPA 2015, qui va apparaître en 2015. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de voir comment ça marche ce machin-là. Eh bien, ça marche comment? La contraction en distance de Wasserstein n'est rien d'autre qu'une commutation. Commutation entre quoi et quoi? Eh bien, QT et PT, tout simplement. Le théorème, c'est le suivant. Je ne dois quand même pas oublier qu'il y a Kuwada qui a fait en même temps des trucs similaires, à peu près pareil, hein. Donc quand même pas l'oublier. En même temps, voilà. Kazumasa Kuwada. Donc depuis quelques années, pas mal de Japonais travaillent là-dessus aussi. Pardon? Après les Liyao? Non, ça c'est les Chinois. Faut pas leur dire ça que c'est pareil. Et ils sont aux États-Unis. Ils sont Yao, il est au Courant Institute. Non, il y a plein de Japonais. Pourquoi? Parce que Hamilton Jacobi, c'est lié aux solutions de viscosité développées par Pierre-Louis Lyons. Et puis, il y a une communauté très forte qui travaille là-dessus au Japon. Il y a Ishii qui travaille là-dessus. Et donc, évidemment, ça marche bien. Et ils sont plusieurs à travailler là-dessus. Donc ça se développe vraiment partout, aux États-Unis, Canada, Europe, Japon. Alors le théorème, c'est le suivant. On a équivalence, je note comme ça. CD rho d'infini. C'est équivalent à quoi? Une simple commutation, quel que soit T, quel que soit S, quel que soit T, S positif. On a une commutation suivante. PT de QSF commute. Q exponentielle 2 rho TS PTF. Bon, c'est idiot, c'est ça. Exactement. Exactement. Donc, le critère de courbure de dimension n'est rien d'autre qu'une commutation entre deux opérateurs. Attention, j'ai défini le semi-groupe hier. Le semi-groupe, c'est un opérateur linéaire. On ne voit rien parce que c'est une équation différentielle linéaire. C'est un opérateur PT, c'est une famille d'opérateurs linéaires. QT, du tout. QT n'a rien de linéaire, regardez sa forme. Si je multiplie phi par lambda, eh ben, y a un lambda qui sort, mais hop, je suis obligé de changer le temps. Donc, Qt n'est pas du tout un opérateur linéaire. Donc, si je veux démontrer ça, je ne peux pas faire du tout. J'ai envie de faire, évidemment, j'étais tenté, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Lambda de S, PS par exemple, de Qt-S, F par exemple. Ça, vous allez avoir du mal. Enfin, si ça peut marcher, mais ça ne va pas fonctionner, puisqu'en fait, ce serait plutôt l'inverse. QS de PT-SF. Là, vous allez vraiment beaucoup avoir du mal, parce qu'on ne sait pas comment dériver par rapport aux conditions initiales, ce n'est pas linéaire. Donc, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la preuve, c'est simple. Bon, je veux dire, je suis fatigué, donc je vais faire ρ égale 0. Rho différent de 0, ça ne change pas grand-chose. Et la preuve, elle est simple. Donc,
Je ne sais pas bien faire quand c'est QS, mais par contre, je peux dériver ces machins-là, puisque c'est dans le bon sens. Alors déjà, je vais simplifier un petit peu. Si je remplace f par lambda f, ça c'est vrai pour tout f. Hein. Positif, négatif, ça ne change rien du tout. Continu borné, bon, c'est plus agréable quand c'est borné, mais on peut l'étendre à f plus général, Lipschitz. Il faut faire attention, parce que là, c'est devenu presque partout, mais bon, ça fonctionne. Alors, je peux remplacer f par lambda f. Alors, si je remplace f par lambda f, cette inégalité, c'est pt de qs de lambda f inférieur à q. Alors, j'ai pris ρ égale 0, donc là, c'est s lambda ptf. Puisque pt, bien, c'est un opérateur linéaire. Oui, mais alors, quand je remplace lambda, ce que j'ai, c'est quand même que qs de lambda f, on le voit bien sur la formule, il y a un lambda qui sort, mais on est obligé de changer le temps aussi. Donc qs de lambda f, c'est lambda q lambda s f. Bon. Ah, c'est par définition de l'inconvolution qui est là. D'accord? C'est pas linéaire. Bon. Donc, ce machin-là, c'est écrit comment? Eh bien, le lambda, je peux le sortir. C'est lambda pt de qs lambda f inférieur à lambda qs lambda de ptf. Bon, j'ai pris lambda positif. Hein. Enfin, je n'ai pas encore pris, mais maintenant je dis que si lambda est positif, sinon je ne peux pas définir semi-groupe. Donc je peux simplifier par lambda, ça ne change pas grand-chose. Et puis si je prends lambda égale 1 sur s, ben, il suffit de montrer pt de q1f inférieur à q1 de ptf. Bon. Ah, j'ai bien un choix, f étant ce que n'importe quoi, je peux bien changer f par lambda f et puis je peux obtenir ce que je veux. D'accord. Pardon? Ah, c'est bien, oui. C'est simple. Bah là, il suffit de prendre lambda égale 1 sur s, puis j'obtiens ça. Et puis réciproquement, si je mets une dépendance en f, vu que non, oui, lambda égale 1 sur s, on se trompe là-dessus. Et ça, c'est équivalent. Oui, mais j'ai pris ρ égale 0. J'ai pris ρ égale 0 pour tuer ce terme. D'accord? Ben, ça, c'est équivalent à ça. Maintenant, je prends lambda égale 1 sur s. Et j'obtiens ça. Donc ça implique ça, d'accord? Oui, mais j'ai simplifié, puisqu'il était là et là. D'accord. Ok, donc il suffit de montrer ça. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Ben, c'est ça. Donc, ben, c'est facile, hein, de nouveau c'est la même chose. C'est une commutation. Alors, ça peut se démontrer de façon générale dans l'espace polonais, patati patata. La démonstration, vraiment beaucoup plus difficile. Parce qu'on est de nouveau obligé de passer par l'isopérimétrie, etc. Dans une variété, la démonstration est beaucoup plus simple. Lambda de S. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me trompe? Je pose lambda de S. En fait, PT, on ne le voit pas. PT de QSF au point XS. Donc S, je le prends entre 0 et 1. Puisqu'on va arriver à 1. Et XS, c'est une géodésique. Entre X et Y. D'accord? De nouveau, je refais le même calcul. Oui. Voilà, à vitesse constante, la plus rapide. D'accord? Donc si c'est dans Rn, c'est la ligne droite. D'accord?
Donc une variété, c'est vraiment la géodésie qui minimise l'énergie, etc. Et puis je dérive. Donc PT, en fait, on ne le voit pas du tout, PT, puisque PT, c'est simplement un opérateur, et je peux dériver QS. Alors, quand je dérive QS, eh bien, ça fait moins grade QSF au carré sur 2. Ça, c'est ma solution de l'équation de Mailton-Jacobi. Et puis je dérive. Fois XS point. Bon, d'accord? OK? Alors, il faut faire attention, il faut majorer cette fois-ci, en mineur, mais là, on va majorer. Lambda prime de S. D'accord? J'oublie la dépendance en XS. Et puis là, cette fois-ci, je majore plus gradient PT QSF. Et puis là, ici, c'est la distance au point de point X à Y. D'accord? Et là, c'est un PT. Oui, merci. D'accord? Et puis de nouveau, j'ai pas le choix, il était que de quadratique, si vous voulez. PT de moins gradient QTF au carré sur 2, plus, je mets ça au carré, gradient PT de QSF au carré sur 2, plus D2 de XY sur 2. L'inégalité quadratique. Ah! Je suis sous CD ρ, l'infini. Alors c'est des zéros, parce que j'ai pris ρ égale 0 pour simplifier. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est inférieur. Gradient PT, c'est inférieur à PT de gradient QSF au carré sur 2. Ça, c'est la commutation faible. Tout simplement. Ah, c'est exactement le même terme que celui-là. Ça s'annule. Donc, là, il y a le moins, et puis là, il y a un plus. Gradient QTF. Ah, là, c'est un S ici. Et gradient QSF. D'accord? Donc, il s'annule. Donc, lambda prime de T, je vais le marquer ici, de S, pardon, c'est inférieur, D2 de XY sur 2, qui est indépendant de S. Donc, je peux maintenant intégrer lambda de T, lambda de 1, pardon, moins lambda de 0. C'est inférieur à D2 de XY sur 2. Ah oui, bingo. Donc ça veut dire quoi? J'ai la définition de lambda de S. Ça nous fait au point 1 PT Q1F inférieur à quoi? Au point S égale 0. Quand Q0F c'est F, la condition initiale, inférieur à PTF, plus, alors attention, là c'était au point X, ça c'est au point Y, plus D2 de XY sur 2. Voilà ce que j'ai obtenu. Quel que soit XY. Si c'est vrai quel que soit XY, je peux prendre l'inf en Y. Si je prends l'inf en Y, c'est exactement PT de Q1F inférieur à Q1 de PTF.
C'est exactement ce que je voulais démontrer pour ρ égale 0. Si ρ n'est pas égal à 0, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas besoin de changer la vitesse géodésique. Il suffit de faire une inégalité quadratique un peu plus rusée pour tuer le bon terme, et puis vous obtenez ça. Rien du tout. D'accord? Donc, la commutation est impliquée par la courbure. Bon, je vais peut-être faire la preuve de la réciproque. La courbure, pardon, implique la commutation. La réciproque, c'est toujours la même chose, mais je peux la faire ici. Qu'est-ce qu'elle dit, la réciproque? J'ai une inégalité comme ça, et je veux en démontrer c'est des rôles infinis. D'accord? Eh bien, comme d'habitude, je vais faire un DL. Donc on a PT de QSF est inférieur à QS de PTF. D'accord? Mais quand S égale 0, on a égalité. F, PTF, PTF. TS sont distincts. Donc si on a égalité en S égale 0, je peux dériver en S égale 0. Dérivant en S égale 0, on dérive. Et qu'est-ce que l'on obtient? Quand je dérive QSF, ça fait quoi? PT de gradient. Ah, mais je prends F égale 0. En S égale 0, donc c'est gradient F. Carré inférieur à moins gradient PTF carré sur 2. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est exactement la commutation faible. La commutation faible, remis dans le bon sens, est équivalente à CD ρ à l'infini. D'accord? Donc, cette inégalité de commutation n'est qu'une intégration le long d'un chemin de la commutation faible. Bon, ça paraît débile comme ça. Hein. J'essaye de vanter que ce n'est pas si évident que ça. Mais c'est effectivement assez simple. Alors pourquoi ce machin-là est très joli? Et c'est pareil que la contraction en Wasserstein. De nouveau, la démonstration est simple. On va faire la preuve. Preuve du théorème de von Renesse-Sturm. Je vous rappelle qu'il est quand même assez mystérieux ce théorème. La commutation, la contraction en Wasserstein, va vous redonner la courbure. C'est juste 2 lignes de calcul. Preuve de la contraction. Donc on fait, pour l'instant, le cas qui nous intéresse le plus, c'est sous courbure, on a contraction. A priori, ce n'est pas évident. Alors, dans certains cas, ce théorème il est trivial. Peut-être que je vous montrerai, mais dans le cas général d'une variété, ce n'est pas du tout trivial. Ce n'est pas dur, mais ce n'est pas trivial. Alors, je calcule, je prends une fonction test. Une fonction continue, bornée, de ma variété. D'accord? Et puis, je calcule le potentiel de Kantorovitch. Q. Alors, dans Kantorovitch, j'ai appelé ça Q. Mais c'est pareil que Q1. D'accord? Alors, je fais pour ρ égale 0 parce que c'est plus simple, mais ça ne change vraiment rien du tout. Dans le cas général, c'est juste une translation. Alors, Q1 phi. Ça, c'est ma fonction test de Kantorovitch. Et puis, je veux contrôler ces deux mesures-là. Donc, Kantorovitch, il dit, je veux trouver le maximum de Q1 phi
PTF mu moins phi PTG mu. Je vais à dmu si vous voulez. D'accord? Si je prends le sup sur toutes les fonctions phi, par le théorème de Kantorovitch, c'est W2. D'accord? Alors moi, je me suis placé, j'aurais pu faire un cas un peu plus général, mais je me suis placé dans le cas d'un bon semi-groupe de Markov. Ça m'évite de parler de dual, etc., de compliquer les choses. Vu que je suis dans un cadre sympathique, mais je peux faire un cadre non sympathique, PT, je peux le faire passer ici. Donc ça fait PT de Q1 phi moins PT phi G d mu. Et puis là, j'applique le fait que PT et Q commutent avec une inégalité. Donc ça, c'est inférieur. Q1 PT phi F d mu moins intégrale de PT phi G d mu. Ma commutation. Ah, ben c'est terminé. Pourquoi? Ce machin-là, par Kantorovitch, PT phi, c'est encore une fonction test. Je suis parti d'une fonction test phi, mais maintenant ma nouvelle fonction test, c'est PT phi. Si je prends le... Je ne prends pas le sup, là. Ce machin-là est toujours minoré par W2 carré. Alors, il y avait un 2, hein, vous vous souvenez, de F mu G mu. Puisque, par Kantorovitch, le sup pour toutes les machins fonctions test, c'est inférieur à ça. Bah, vu que PT phi, c'est une fonction test, bah, c'est inférieur à W2. Donc, j'ai obtenu que ce machin-là, pour toute fonction test phi, est inférieur à ce machin-là, qui ne dépend plus de phi. Donc ça, c'est Kantorovitch. Et maintenant, je peux réappliquer Kantorovitch. Je prends maintenant le sup sur toutes les fonctions phi. Et ça me donne exactement la distance de Wasserstein. Au carré, alors il y a un 2 dans Wasserstein. PTF mu, PTG mu, inférieur à 2 fois G mu. Ce qui est exactement la contraction en courbure nulle. Si on rajoute la courbure non nulle, ça va rajouter une constante qu'il faudra ressortir, qui va ressortir ici, ici, et on retrouvera l'exponentielle. Pas de difficulté là-dessus. D'accord? Donc la démonstration maintenant elle est simple. D'où elle vient? Parce qu'en fait dans le théorème de Kantorovitch que j'ai énoncé, le sup de ces machins-là c'était 2 fois W2. Alors il y a un problème, c'est qu'il y a 20 ans, quand je faisais votre thèse comme vous, ma thèse comme vous, eh bien on mettait un demi dans la distance de Wasserstein. Et puis, et maintenant, le demi a disparu. Et... Non, c'est juste que il y a 20 ans, quand le distance de Wasserstein est revenu au goût du jour, on mettait un demi parce qu'il est fort sympathique grâce à ce que j'ai raconté là. Par Kantorovitch, c'est quand même plus simple. Mais normalement, à la distance de Wasserstein, il n'y a pas de 1,5 et donc maintenant, on a enlevé le 1,5 dans la définition. Donc, même si c'est dur de revenir sur ses habitudes, il n'y a plus de 1,5 dans mes épreuves. D'accord? La réciproque, aucune difficulté. Il faut juste connaître un petit peu de transport optimal, mais vous allez vite comprendre que c'est facile. Réciproque.
Donc on a obtenu une contraction en distance de Wasserstein. Alors, la distance de Wasserstein, elle maîtrise, elle donne une métrique à mon ensemble P2. Force sympathique complète, tout ça, tout se passe bien. Et en particulier, je peux faire tendre F et G vers des choses, et en particulier vers des Dirac. Donc, je suppose que F, il peut me prendre F égale une Dirac en X, et G égale une Dirac en Y. Alors, si vous avez un petit peu de notion de transport optimal, quel est le seul moyen d'envoyer X sur Y? C'est de prendre la masse et puis de la faire déplacer jusqu'en Y, vu que c'est une Dirac. Donc W2 de F mu, n'importe quoi. F n'est pas une mesure, c'est F mu G, mu qui est une Dirac. Donc vous faites tendre G, F mu vers une Dirac et G mu vers une Dirac. Donc dans ce cas-là, la seule façon de faire tendre, de calculer la distance de Wasserstein, c'est la distance entre x et y. Alors j'ai mis au carré. C'est distance au carré de x, y. D'accord? Ça, on s'en convainc assez facilement de ça. Alors je vais mettre un demi là. Tac. C'est plus agréable. Donc ça fait sur 2. Sur 2. Oui, tout à l'heure, je me suis trompé. Ce n'était pas 2 fois, mais c'était un demi. Pas très grave. OK. Alors maintenant, je regarde ce qui se passe. Alors, je ne comprends rien à PTF mu, donc j'applique Kantorowicz. Kantorowicz nous dit quoi? Quel que soit phi, c'est continu borné, intégrale de Q1 phi PTF mu moins intégrale de phi PTG mu des mu inférieur à W2 carré de F mu G mu sur 2. Donc, j'applique simplement Kantorowicz. Alors attention, je ne peux pas tout de suite faire ça, parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire la PTF des mu. D'accord? Donc, j'applique ça et j'applique Kantorowicz. Ça me donne exactement ça. Rien de plus. Maintenant, j'utilise le fait que j'ai un bon semi-groupe. Je ne suis pas obligé, mais bon, je l'applique. Et donc, PT Q1 phi des mu, F des mu, moins PT phi G des mu, est inférieur à W2 carré F mu G mu sur 2. D'accord? Je n'ai rien fait pour l'instant. Kantorowicz, c'est au siècle dernier, j'ai seulement appliqué Kantorowicz. Alors maintenant, je fais tendre F mu vers une Dirac en X et G mu vers une Dirac en Y. Je peux, ici. Là, j'ai F mu, G mu, et puis là, je peux le calculer. Donc, si F mu, c'est une Dirac en X, ça nous fait que PT Q1 phi de X, puisque c'est une Dirac en X, c'est la valeur au point X, moins PT phi de Y, c'est inférieur distance au carré de X et Y sur 2. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre. Je mets ça de l'autre côté, je prends l'inf en Y, j'ai fait ça pour tout X, Y, rien d'autre que la commutation PTQ1. Inférieur à Q1 de PT. D'accord? Donc, dans cette commutation, il n'y a vraiment rien de plus. D'accord? On a appliqué Kantorowicz à quoi? Juste à cette proportion de Dirac. On a appliqué Kantorowicz pour dire que ce machin-là, c'est toujours inférieur à ça. D'accord?
Alors, qu'est-ce que... Midi et quart. Bon, je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Je pense qu'on en a tous un peu marre. Je vais peut-être vous dire, pour rajouter, quels sont les derniers développements là-dessus. Donc c'est 2005. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors récemment, tout ce qui manque là-dedans, c'est la dimension. On a perdu la dimension, on n'arrive pas à l'attraper. Donc on veut trouver cette dimension. Donc par exemple, comment trouver la dimension? Là, ça c'est, bon, on va dire, c'est pas un vieux résultat, ça a 10 ans, mais là, si j'avais bien compris la preuve en 2007, ce qui n'était pas le cas, j'aurais vraiment galéré à vous le proposer, parce que j'ai écouté beaucoup de cours de von Renesse et Sturm, j'ai vraiment galéré, j'étais noyé. Donc là, je vous l'ai présentée parce qu'elle était vraiment nettoyée, et que la preuve elle est propre, simple, et qu'elle marche bien, et qu'on peut la faire en cours. Depuis 3-4 ans, tout le monde s'excite pour savoir où se trouve la dimension et où est-ce qu'on l'a perdue. On l'a perdue, évidemment, parce que j'ai pris ρ égale à la dimension infinie, et je cherche à savoir où est-ce qu'elle est. Alors, elle est bien cachée, et il y a plusieurs façons de la voir. La première, c'est le suivant. On peut dire, pour choper la dimension, le plus simple, c'est de tordre le temps. C'est ce qu'a fait Li et Yao. Ils comparent PTF avec PT plus S de F, Y, X, etc. C'est ce qu'on peut faire ici. Donc le premier résultat sur la dimension, il est simple, j'aurais pu vous l'exposer. C'est que CD 0n, c'est équivalent à ça. On contracte, mais je suis obligé de tordre le temps. PTF, PSG, inférieur à W2 carré de F mu, G mu. Et puis je contrôle la façon dont j'ai tordu le temps avec n racine de t moins racine de s au carré. Donc voilà une façon de dire, ok, je vais contrôler, si je prends t égale s, j'ai tout perdu. Mais si je me décale un petit peu, je peux trouver la dimension. À quoi ça sert? Toujours de définir la dimension dans des espaces plus compliqués, typiquement. Alors ça c'est pareil avec Bakri, moi-même et Ledoux. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ont fait les autres? C'est pas satisfaisant ça, mais bon, ça a été quand même amélioré par un très joli résultat de Kuwada. Il dit, ok, je peux faire ça le cas général. Alors c'est un peu l'enfer, il faut faire plein d'optimisations. Mais de façon générale, W2 carré, PTF mu, PSG mu. Et là, il faut mettre une énorme fonction qui est pas très jolie. A de T, de S, de ρ, de N, de W2 carré. Plus B de T, de S, de ρ et de N. Donc on arrive à calculer les meilleurs trucs, et puis on voit que c'est équivalent, ça fonctionne. Ce n'est rien de plus qu'une adaptation propre de tout ce que j'ai raconté avant. On fait ça, on va mettre plein de dépendances partout pour trouver la dimension, etc. Et on obtient ce machin-là. Donc ça, c'est un article de Kuwada, peut-être 2000, je sais pas quoi, c'est apparaître, je crois. C'est un article qui est apparaître. Alors ça, c'est bien, mais ce n'est pas satisfaisant. Alors le truc le plus joli, à mon avis, et ce qui est plus relié avec les flots gradients, c'est qu'est-ce qui se passe quand je contracte avec le même temps. La dimension m'apporte quelque chose, et où est-ce qu'elle est cachée dans la contraction? Là, je l'ai perdue. Je l'ai perdue, elle n'y est pas. Donc, j'aimerais bien avoir un terme négatif qui me dit je contracte mieux grâce à la dimension. Alors oui, ça marche. Le théorème, c'est le suivant. On a que sous CD, je l'écris sous CD, je vais faire un effort. Sous CD ρ n, on a cette contraction. W2 carré, donc de PT F
mu, PTG mu. Donc ça contracte. Et puis, je rajoute un terme entropique. Donc on trouve une exponentielle qui va nous rattraper. Et puis, une terme entropique, c'est-à-dire la différence. Entropie sous mu de PSF moins entropie sous mu de PSG au carré ds. Donc on a un gain, la dimension nous apporte un gain de ce terme-là, de ce type-là. D'accord? Qui nous apporte aussi autre chose, c'est que ces deux termes se rapprochent quand t tend à l'infini, évidemment, parce qu'il faut que ça converge, ce machin-là. Donc voilà comment, et ça c'est équivalent à CD. Ah, peut-être qu'il y a une petite erreur de constante, j'ai un peu oublié. Donc ça c'est un article qui est paru là, le mois de mai, et puis quelque chose qui est en train de terminer avec Bolet, moi-même, Guillain et Kouada. En train de terminer la réciproque de ce théorème-là. Bon. Donc là, on a la contraction en même temps et on va arriver à attraper la dimension. Alors pourquoi c'est, en fin de compte, c'est pas si évident à démontrer. Peut-être que dans un an, la preuve sera en 3 lignes, mais actuellement, c'est pas si évident. Par contre, on voit bien la structure de flot gradient de l'entropie, de la réaction à chaleur. PTF, c'est le flot gradient de l'entropie par rapport à la distance de Wasserstein. Donc un flot gradient, il l'a défini, hein, Bertrand Mourru, xt point, c'est moins grade psi. Xt, on dit que xt point c'est moins grade psi, xt c'est le flot gradient de psi. Ici, comme je l'écris là, c'est par rapport à sur l'espace euclidien. Mais si on change psi par l'entropie et on prend sa dérivée à définir par rapport à la distance de W2, vous obtenez la chaleur. Donc ça, c'est le calcul d'Otto. Et ça s'écrit très facilement. Si c'est un flot gradient, ben oui, c'est évident. Maintenant, c'est évident dans Rn, c'est plus compliqué sur... Donc voilà où en sont, si vous voulez, l'état de l'art sur le sujet. Et c'est très actif, comme vous l'a montré Luca hier en particulier, sur ces problèmes de Schrödinger, minimalisation d'entropie.